Comme certains ici, j'ai découvert les prouesses de Manon Fleury au Mermoz, ce bistrot de caractère perdu dans le fin fond du 8e arrondissement, le Wild West parisien, où les cow-boys portent des boutons de manchette, néanmoins. Les assiettes de Manon brillent par leur intelligence, leur élégance, une cuisine potagère, fourragère, céréalière, qui arpente tout le végétal. Et puis ensuite, j'ai connu la personne, Manon, le tempérament fort, la tête bien faite, elle qui a fait sport-études en escrime. Alors, elle a fait du sabre et pas du fleuret, ce qui est dommage pour mes jeux de mots, style Manon Fleuret, je ne peux donc pas la faire. Puis Hippocagne un temps pour manier les armes et les lettres. Et enfin la cuisine, Ferrandi, et l'avenir devant elle. Car c'est sur le pass qu'elle sort désormais ses bottes secrètes. Pour elle, cuisiner, c'est aussi penser le monde. Alors elle œuvre contre le gaspillage alimentaire, prône une gastronomie durable et humaine, défend bec et ongles la parité au sein de ses équipes et lutte contre les violences dans le milieu avec son assaut Bondir. Bref, je vote Manon Fleury aux prochaines élections sans hésiter. En attendant d'ouvrir sa propre maison à Paris, elle a fait un bel intérim végétal au fourneau de l'Elsa, un restaurant étoilé monégasque, et elle propose des chroniques culinaires dans les médias. On est ravis de la recevoir sur scène, où elle va parler de plantes qui poussent autour de nous, car pour elle, le bonheur est dans le pré, et le bonheur est dans le pré. Mesdames et messieurs, Manon Fleury. Et Lorraine Barjou. Comment ça va? Très bien. Alors Manon, on se connaît un peu, et je t'avais dit, quand on s'est appelé pour préparer cette intervention, qu'il était possible que je te fasse des blagues. Et tu as eu peur, Manon? J'ai pas peur parce que on rigole beaucoup dans notre cuisine. Mais t'as raison d'avoir peur. Voilà. D'ailleurs, je vais te faire une blague maintenant, comme ça c'est fait, d'accord? On garde. Je savais que ce serait cette blague-là. Je vais donc me faire limoger d'Oliver. Mais attention parce que ça peut repartir aussi. Ça peut vraiment se retourner contre moi assez vite. Ouais, c'est ça. Bon, on est très content de t'avoir, parce qu'on aime beaucoup ce que tu fais, et tu fais plein de choses. Oui, je fais plein de choses aussi parce que je suis dans l'attente d'ouvrir un restaurant aujourd'hui à Paris. Je cherche toujours un local et donc du coup ça me permet encore plus quand on n'a pas l'énergie pompée ou en tout cas concentrée sur son restaurant, on peut faire beaucoup de choses et je pense que j'ai profité aussi de cette période entre le Mermoz, il y a eu le Elsa, mais voilà, cette période sans lieu fixe pour réfléchir au métier aussi et je pense que c'est super important pour l'avenir et l'avenir de notre métier et d'essayer de modeler le métier à la manière dont tu parlais de politique, mais je pense que c'est assez important de se dire qu'on aime notre métier. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a du mal à recruter du personnel et je pense que c'est important que tout le monde se remette en question, et y compris nous qui font partie de la nouvelle génération, mais il y a quand même une génération en dessous de nous qui pousse et qui arrive, et on pense que c'est important, avec Lorraine qui est aussi dans l'association Bondir, mais on en parlera tout à l'heure, c'est pas forcément le sujet tout de suite, mais de prendre cette nouvelle génération par la main et de leur dire voilà, il y a une cuisine qui existe, une cuisine française, il y a une cuisine aussi internationale, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on réfléchisse aussi en termes de cuisine internationale et qu'on ne voit pas la cuisine française comme ça avec des œillères et qu'on aille voir ailleurs ce qui se passe. Et je pousse tous les jeunes qui sont dans cette salle à aller voir ailleurs ce qui se passe. Je pense que c'est très intéressant et très dynamique. J'allais te le dire, il y a un échantillon de cette nouvelle génération, un bel échantillon dans la salle. Oui. Et je crois que c'est important aussi que tu t'adresses à eux, et d'ailleurs tu vas le faire tout de suite après cette démo, dans une table ronde, où là on va vraiment axer le propos sur Bondir. Parce que tu essayes de penser le métier dans sa globalité, quoi. Tu essayes aussi de mettre des idées, des mots. Cuisiner, c'est aussi penser. C'est aussi penser, et c'est aussi, on a souvent cru que la cuisine, c'était simplement faire des recettes, etc. Mais c'est aussi un écosystème autour du restaurant. Et je pense que c'est très important de réfléchir à cet écosystème autour du restaurant pour faire en sorte qu'on s'y sente bien, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est compliqué de s'y sentir bien, parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on est dans un métier artisanal. Il y a un problème avec le micro ou non, ça va? J'ai l'impression qu'il y a un écho. Il y a un retour un peu d'écho, ouais. Ok, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Vous nous entendez bien?
Ouais, oui, ok. D'accord. Et donc, du coup, il faut faire en sorte de réfléchir à tout ça et à tout l'écosystème. Et on est un peu là aujourd'hui pour vous parler de cet écosystème. On va parler donc des brassicacées. Alors, il faut dire d'abord qu'avec Lorraine, vous cuisinez souvent ensemble. Oui. Vous êtes partner in crime en cuisine. Oui. Et que vous allez nous Dans parler la vie de... aussi, mais- En fait, dans la vie aussi. C'est important parce que Ouais. notre métier aussi, il outrepasse les frontières du professionnel bien souvent. On est obligé, vous voyez, là on est là lundi, hier on était là, on travaillait le dimanche, etc. Et je pense que c'est important aussi qu'il y ait cette complicité en dehors de la cuisine. Ouais. Alors, c'était, quand on en a discuté, tu m'as dit que tu voulais faire une bouchée, faire découvrir une sorte de bouchée mystère. C'est une devinette Oui, à manger. oui. Je te laisse en parler. Il y a des assiettes qui devraient circuler normalement, qu'on Je crois pourrait que les envoyer, elles assiettes arrivent. commencent à arriver. Donc l'idée, c'est Génial. que le public va recevoir des assiettes avec des éléments dedans. Exactement, Ouais. des éléments que vous, j'espère, allez identifier. Et donc, on va parler des brassicacées. Les brassicacées, je ne sais pas si vous connaissez cette famille, mais c'est une famille, c'est ce qu'on connaît plus généralement sur la famille des choux, qui englobe les choux, autrefois aussi appelés crucifères. Crucifères, moi je connaissais plus ce nom parce qu'on remarque sur les fleurs des crucifères des petites croix. Et donc, aujourd'hui, ça a changé de nom et on appelle ça brassicacées. Pourquoi je me suis intéressée à cette famille? Déjà parce que la cuisine qu'on fait aujourd'hui avec Lorraine, c'est une cuisine très végétale. C'est marrant, on a croisé une dame dans le couloir tout à l'heure qui nous a dit « Ah, vous faites de la cuisine biologique, healthy ?» Et elle nous a dit « C'est tendance ». Et l'importance avec Lorraine, c'est qu'on montre que le courant qu'on veut amener par la cuisine végétale, c'est pas juste une tendance, c'est une prise de conscience de ce qu'on devrait faire aujourd'hui dans la cuisine. C'est une nécessité. C'est une nécessité, qu'on s'intéresse aux légumes, s'intéresse à comment ça pousse, d'aller voir les gens qui les font pousser. Quand on a lu le rapport du GIEC aussi, Exactement. ça incite à aller manger des légumes un peu plus. Effectivement, ça incite à manger des légumes, à réduire la protéine animale, et c'est ce qu'on fait dans notre cuisine. Pas simplement par engagement politique, comme on disait tout à l'heure, mais aussi par goût. Enfin, nous, c'est parce qu'on aime le végétal aussi, qu'on est sensible à ça, et je pense que c'est important dans la cuisine de faire, de cuisiner avec ce à quoi on est le plus C'est surtout sensible. un outil de créativité aussi. Exactement. Et donc, on s'est plongé dans cette cuisine des brassicacées en se disant, voilà, on va prendre une famille de végétaux et on va vous montrer que dans cette famille de végétaux, à un moment T, en prenant une photographie de la saison et là où on en est aujourd'hui, de mai, de ce qu'on peut trouver dans le champ. Et dans une même famille de brassicacées, on va trouver plein de variétés différentes, sous des formes différentes. Et c'est pour vous montrer que nous, grâce à cet écosystème qui est très varié, très diversifié et très riche, ce à quoi on a du mal d'habitude de penser, c'est-à-dire que souvent on croit que les légumes c'est pauvre, c'est ennuyeux, on va encore dans beaucoup de restaurants où on va demander une assiette de légumes parce qu'on est végétarien, on va vous servir la pauvre garniture cul de vapeur qui ne fait pas du tout envie. Alors qu'il y a une gourmandise dans le légume, il faut le revendiquer fort. Il y a une gourmandise, il y a aussi il y a une vraie diversité, c'est comme dans la vie, c'est comme dans la société, c'est quand même plus intéressant de voir des gens de toutes les couleurs qui se mélangent entre eux et qui font des belles choses, quoi. Donc je trouve que du coup, dans cette variété végétale, c'est intéressant de voir cette diversité. Le multiculturalisme légumier. Exactement. Eh oui. Donc vous avez une assiette normalement qui vous a été distribuée ou pas loin de vous. Vous avez 3 éléments, donc une fleur de colza, le chou, je ne sais pas si vous avez eu cette photo de champ de colza qu'on a pris, qui a été prise par Pauline Gouablin, qui est une photographe qui travaille avec moi. En ce moment, on en voit partout. En ce moment, Exactement. Les champs sont vous allez, pléthoriques, je pense jaunes. sur les bords des routes, là dans le coin, il y en a partout. Vous allez vous balader à la campagne, tous les champs sont jaunes. Et je suis partie de ça. Je suis partie de me dire, oh, c'est magnifique ces champs jaunes à ce moment-là de l'année. Et on a envie d'un peu de capturer ce moment. C'est ce qu'on fait souvent avec Lorraine. On dit, oh, là c'est trop beau en ce moment, il y a plein de fruits, il y a plein de fleurs. On aura envie de garder ces moments et de les conserver. Évidemment, en ce moment, il y a plein de méthodes qui permettent de préserver à la fois la fermentation par le sel ou par le liquide pickles, ou encore d'autres méthodes de conservation qu'utilisaient nos grands-parents et nos ancêtres. Et donc, l'idée, c'était de capturer un peu ce champ de colza qu'on a trouvé magnifique.
Et je suis partie du champ de colza en me disant, voilà, le colza, ça fait partie d'une famille des brassicacées. Je me dis, ah, c'est marrant, la semaine dernière, mon producteur de céréales m'a envoyé une photo de champ de moutarde qui était jaune comme le colza. Éclatant, Et pétant. je me suis dit, évidemment, colza, moutarde, même famille. Et en fait, ce producteur de céréales, parce que c'est super intéressant, quand on va voir les producteurs, avec Lorraine, on y passe du temps et ils nous racontent des histoires. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de retranscrire ces histoires à propos d'écosystèmes dans l'assiette, parce que c'est une vraie source de créativité. Tout à fait. Et de retraduire ça en langage culinaire. culinaire. Ça et aussi de faire de la pédagogie grâce à la cuisine. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, on nous bassine des discours écolos et je pense que des gens en ont marre et parfois se disent mais à quoi ça sert, etc. Et je pense que nous, en tant que cuisiniers, on est là pour retranscrire le travail de ces gens-là sans pareil le discours pompeux du producteur, etc. Mais vraiment, par le plaisir. Ces gens-là, par le plaisir, et ils nous racontent des histoires hyper intéressantes. Et la semaine dernière, donc, Philippe Guichard, qui fait pousser de la moutarde dans son champ. Donc ce que vous avez dans votre assiette, là, le petit caviar noir végétal, c'est des graines de moutarde noires. Et m'a expliqué que la moutarde, elle servait de tuteur à son blé quand il faisait pousser son blé dans son champ. Et je me suis dit, ah mais c'est marrant, donc ça veut dire que la moutarde, elle vient aider le blé, et elle vient, en plus de ça, comme beaucoup de brassicacées, comme le colza, comme la moutarde, apporter de l'azote dans le sol et enrichir le sol en azote pour la culture de céréales. Donc tout ça, ça crée un écosystème vertueux et qui permet à la culture d'exister et à la culture notamment biologique. Et donc c'est ça, nous, qu'on veut retranscrire. Quand on nous raconte ce genre d'histoire, on se dit, mais en fait, on a envie tout de suite d'associer la moutarde avec le chou, avec le colza, et d'en faire une super assiette, quoi. Et de raconter cette moutarde et ce blé, peut-être potentiellement. Exactement, Ouais. leur histoire. Ouais. Et donc là, vous pouvez goûter, donc vous avez une petite fleur de colza, la petite moutarde en pickles et un morceau de navet. Et donc, ils font tous partie de la même famille des brassicacées. Alors, on voit que c'est une famille... la variation dans la diversité est fascinante quand même, là. Hein. Oui. Une famille qui Exactement. ne se ressemble pas du tout, dans ses textures, dans ses couleurs, dans ses onctuosités. Je ne sais pas si on a une image globale de tout ce qu'il y a ici sur la table, mais c'est une vue d'ensemble fascinante. Et quand on faisait les préparations tout à l'heure, on était avec des élèves de l'école du Touquet, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'était drôle parce qu'on leur a fait goûter des choses, et notamment le petit morceau de navet cru. Là, vous avez, vous voyez, le chou rave. Le chou rave, ça fait un peu peur. C'est un peu un légume qui fait un peu peur, qui a l'air un peu bionique et tout. Ils sont très jolis. Hein. Mais c'est super bon et ça se mange cru aussi. Et ça, on leur a fait goûter cru aussi. Ils ont dit que c'était délicieux. Et on trouve que c'est super intéressant de mettre en avant ces légumes-là, de ne pas en avoir peur et d'en faire aussi une jolie histoire. Là, donc, vous avez donc, dans cette famille des brassicacées toujours donc, le chou rave, le navet, le radis. Qu'est-ce qu'on vous a apporté d'autre? Donc, la moutarde qui a été mise en pickles, le chou, les fleurs de colza, fleurs de roquette aussi. La roquette, ça fait partie aussi de la famille des brassicacées. Et on a fait une petite purée de navets. Cette purée, c'est une petite pulpe de navets avec des navets qui étaient un peu abîmés. Tous les légumes viennent de chez les Limondes de Toulotte, qui est le maraîcher avec lequel je travaille, qui est à côté de Paris, qui s'appelle Xavier Finder. Où tu vas très fréquemment, où tu te rends très souvent. On va très souvent, et vraiment ce travail-là avec les maraîchers, parce que moi je suis un peu dans une position concernant les maraîchers, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de questions sur est-ce que les chefs doivent avoir leur jardin, et c'est vraiment la mode des chefs qui... déjà, quand ils habitent à Paris, la question est réglée. Elle est vite répondue. Oui, et en même temps, il y a aussi toute cette mode des jardins sur le toit, etc., qui sont en aquaponie, etc. Donc c'est un peu... c'est en aquaponie. Non, en hydroponie, pardon. Ouais. Aquaponie, c'est la ferme de Merlin Johnson. Il va vous en parler tout à l'heure. Il m'en a parlé hier. En hydroponie, oui. Hydroponie, et tout ça, ça pose des questions aussi sur qu'est-ce que la culture urbaine, etc. Et donc, moi, dans l'optique d'ouvrir un restaurant à Paris, l'idée, c'est de créer des relations de fidélité avec des producteurs dont je connais le travail, dont on comprend le travail avec Lorraine. On va les voir, on les suit, on suit aussi au fil des saisons, et surtout, on s'adapte à ce qu'ils ont dans le champ. Et
c'est très compliqué de s'adapter. Vraiment, c'est un travail vraiment supplémentaire. C'est le double de travail que de dire au producteur, là, je fais un menu, t'as pas ça, etc. Ça implique un effort d'inventivité, d'astuces supplémentaires. Exactement. D'adapter son geste au réel. Ouais, et vraiment de faire avec les quantités qu'on a. Pareil, aujourd'hui, on remet en question le menu imposé. On se dit, ils nous saoulent ces chefs, là, nous imposer un truc et tout. Sauf qu'en fait, le menu imposé, c'est aussi une manière de faire avec ce qu'on a. Et de dire, bah voilà, je sais pas, là j'ai 2 kilos de navets, et quand il n'y a que 2 kilos de navets, il n'y a que 2 kilos de navets. On doit faire avec. Et le menu imposé, c'est de dire, bah ce soir on fait ça, mais demain on s'adaptera, on fera des carottes. Donc ça permet de gérer les stocks, il y a une intelligence du menu unique qui permet de réduire les quantités, les stockages, manger ce qu'il y a, le faire partir dans la journée. Exactement. Et de recevoir après autre chose, et de faire avec ce roulement qu'impose le travail de maraîchage. Et je pense que tant qu'on n'a pas travaillé en maraîchage, tant qu'on n'a pas vu aussi comment ces gens-là travaillaient, on n'a pas compris. C'est un certain rapport au monde finalement, c'est accepter la contrainte. Oui. Mais la contrainte, c'était la contrainte. Et produit paradoxalement de la liberté, autorise la liberté. C'est la liberté qu'offre la contrainte. Oui, plus on a de contraintes. Vous avez 6 heures. Il vous a dit, Heitor, qu'il était aussi prof de littérature? Non, j'ai pas raconté cette histoire. Je connais son autre vie. Non, n'en dis pas trop, Manon, s'il te plaît. Je suis pudique. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a des petits copeaux de légumes. Waouh. C'est pas cool de le dire comme ça. Moi, je vais goûter ça avec le doigt parce que j'ai pas de cuillère. Ah, bah tiens, regarde. Non, c'est pas grave. Cuillère. Très délicieux ça. Donc ça, c'est... Hop. Donc on a des copeaux de chou rave. Vous voyez, c'est très... le chou rave, en plus, c'est d'une fraîcheur incroyable. Ça a un côté... Tiens, tu peux goûter ça aussi. J'adore. Un côté pomme verte, hyper rafraîchissant. On dit chou rave, franchement, ça fait pas envie. Le nom, on devrait changer le nom du chou rave même. Ouais, chou rave, ça veut dire voler en plus, en argot. Tu as mangé du chou rave. Et le prof de littérature revient là, il est... Manger du péta ton portefeuille, j'ai l'impression de... Eh ben, c'est très bon. Donc là, on a mis une petite pulpe de navets. On a récupéré les navets qui étaient un peu plus abîmés. Ça, c'est pareil, toute une logique de récupération. Comme tu disais, on réfléchit aussi à au gaspillage, au fait de récupérer, de ne pas gâcher et de valoriser tous ces éléments qu'on jetterait sinon à la poubelle. Donc là, j'assaisonne le chou rave avec une petite vinaigrette à base de liquid pickles, de fleurs de chou et de huile de colza. Parce que le colza, moi je trouve ça très beau dans les champs. Oui, parlons un peu du colza parce qu'il y a un paradoxe du colza. Il y a le fameux paradoxe du colza. C'est que c'est très beau dans les champs, mais on associe le colza aussi à ce que l'agriculture intensive fait de pire. Exactement. Cette mauvaise odeur aussi. Cette mauvaise odeur aussi. Ou bonne odeur, peut-être qu'on peut trouver. Moi je trouve ça pas désagréable, ça me rappelle mon enfance en Bourgogne. Oui, c'est assez fort, assez aromatique. Oui. Il y a un côté jasmin un peu amoindri. Oui, un peu. Jasmin urine un peu, mais... Donc on va monter cette assiette qui est une sorte on va dire de fleurs et assemblage de tous ces légumes. Donc chou rave de toutes les couleurs. Vous voyez aussi les variétés, la différence des variétés, la richesse des couleurs, etc. On va essayer de chercher à pas dénaturer et à faire en sorte de les assembler dans une même assiette et qui cohabitent. Magnifique. Toujours dans cette idée de multiculturalisme. Vous voyez, quand je disais que ces assiettes arpentent le végétal, là on y est, là, regardez. Regardez-la arpenter. Et donc, on parlait aussi tout à l'heure des céréales, et on n'en a pas cuisiné aujourd'hui, parce que je voulais cuisiner l'orge, parce que l'orge, c'est quand même une céréale qui est associée au nord et à la bière. Bien sûr. Et j'ai pas trouvé de producteur d'orge perlée dans le nord, parce que je voulais l'orge, quand on veut le travailler en cuisine, c'est plutôt l'orge perlée. Et les céréales, c'est aussi ton dada. C'est aussi mon dada. J'ai travaillé sur un livre. Oui, dont la sortie est là imminente, non? Qui va sortir au mois de septembre. En septembre, à la rentrée. Et donc c'est pour ça que je voulais en parler un peu sur scène, mais j'ai pas trouvé la bonne céréale. Et donc c'était aussi les céréales, elles font partie aussi de cette diversité du végétal. Elles ont été un peu mises de côté également.
Je pense parce que on a une culture française qui est très concentrée sur le pain, et alors qu'on sait qu'avant l'existence du pain, il y avait ce qu'on appelait la bouillie, qui était cette espèce de mélange de céréales broyées. Ce brouet, le brouet élémentaire. Exactement. De plein de civilisations, par ailleurs. C'est de revenir à cet élément-là et de faire en sorte de me dire que c'est la base de l'alimentation urbaine. On le trouve un peu partout, dans toutes les civilisations, et encore dans toutes les cultures. La culture asiatique avec le riz, la culture d'Amérique du Sud avec le maïs, etc. C'est la base. Et en France, on l'oublie un peu parce qu'on a notre pain avec notre blé, et on oublie de cultiver cette richesse, et dans la cuisine française, on l'a complètement mis de côté. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en France, pour transformer le céréal, il n'y a que le pain. Il n'y a que la farine, exactement. Il n'y a que la farine, alors que non. Ouais. Exactement. Ouais. Et, il y a la bouillie aussi. Il y a la bouillie, mais il y a surtout c'est beau ce projet de revaloriser la bouillie, de redonner ses lettres de noblesse à... Oui, à ce plat qui est très connoté paysan, qui a été vraiment... je pense qu'il y a plein de gens, nos arrière-grands-parents, même grands-parents, quand on leur parle de bouillie, je pense que ça les fait pas rêver et qu'ils n'ont pas très envie de s'y remettre. Mais l'idée, c'est de vraiment revaloriser ça et surtout de trouver de la diversité. Donc, l'enjeu du livre, c'était de montrer qu'on peut intégrer les céréales dans plein de recettes, en mettant de la protéine animale ou pas, mais en faisant en sorte que ça devienne quelque chose de riche, de complet. Avec des textures, des saveurs, des concentrations. Et de varier. Bien sûr. Donc ça, je pense que c'est l'enjeu. Et c'est aussi d'avoir des recettes qui s'intègrent au quotidien, pas simplement des recettes de chefs qui sont pas du tout... refaisable, réinterprétable, et je ne sais pas si on peut dire ça. Tu peux le faire. Reproductible. Reproductible, exactement. Et donc, du coup, l'idée, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir intégrer les céréales au quotidien dans la cuisine. Tu sais comment s'appelle la bouillie la plus célèbre? Le porridge? Non, David Bouilly. Ah oui, David Bouilly, tu me l'as déjà faite. Vas-y, cuisine. Non, c'est pas grave. Donc là, on a notre assiette. Donc on a mis nos différents morceaux de légumes, notre dentelle de légumes. Lorraine a mis des feuilles de choux. On va y intégrer les feuilles de choux. Je ne sais pas si c'est bien. Je crois que je vais changer d'avis. Le public est un peu bruyant aujourd'hui. Oui, il est très dissipé. Très dissipé. Ce serait bien qu'il arrête de parler, tout simplement. C'est les élèves. C'est la post-digestion, ça. Ouais. C'est frites au maroilles, ça. Exactement. Donc là, je viens mettre des petites fleurs de choux qui ont été aussi marinées dans un liquide pickles. C'est pour les conserver aussi. Donc, vous voyez, même avec les fleurs, on peut les mettre dans un liquide et on peut les garder. Et ça vient aromatiser aussi le liquide et faire quelque chose de très intéressant. Et on peut les garder comme ça. Donc c'est une manière de capturer le côté éphémère de la fleur dans un liquide. Oui, c'est le côté... la fermentation permet une espèce de suspension du temps, quoi. Exactement. De réduire la dégradation d'une fleur, par exemple. Oui. Vous voyez, ces assiettes sont comme elles, fleuries. On te l'a jamais faite, celle-là, non? Non, vraiment pas. Bah non, un truc de ouf. Je sais pas comment on en est au niveau du temps. Il nous reste un quart d'heure, je crois. Ah ouais, on peut discuter de plein de trucs, alors. Bien sûr, avec plaisir. Cool. Tu voulais parler de quoi? C'est ta scène, hein. Moi je suis là vraiment, je suis caché derrière un bouquet de colza. On peut parler de Lorraine déjà. Mais alors Lorraine, mais oui, comment voilà. ça va Lorraine? Super. Super. Ça se passe bien avec Manon Fleury. Elle n'est pas trop dure en cuisine. C'est pas facile. Hein. Elle a la réputation d'être exigeante, non? Ouais, très exigeante. Très exigeante. Je sais pas pourquoi je suis pas encore partie. Ouais, bah ouais, je comprends. Hein. Non, ça se passe très bien. Ouais. Super, un super duo qui fonctionne très bien. Ouais. On va en dresser une deuxième. Ouais, une deuxième. Ouais. Mais sous la même interprétation. Donc vous avez donc ces fleurs. Tu l'as suivi toi, Lorraine, Manon? Où ça? À Monaco? Oui, à Monaco. Ouais, c'est ça, vous avez cuisiné ensemble? J'étais totalement là. Ouais. T'étais totalement là? À 100%. À 100% là? C'est vrai, à 100%, ouais. Vous avez bien bossé, non? Ça a été plein tout l'été dernier. Hein. C'était plein, c'était une super expérience de travail. Dans un lieu un peu paradoxal, parce que c'est un
Tout à fait. Une espèce d'hôtel de standing absolu, mais qui a une carte végétale, éco-responsable. Tout à fait. C'était très intéressant justement d'amener cette cuisine-là dans un lieu qui est complètement en opposition avec ce qu'on proposait. Ouais. Et ça nous a permis de toucher un public qui n'était pas forcément... prédisposé à ça. Exactement. Et donc c'était intéressant de voir la clientèle qui évoluait au fur et à mesure de la saison et avec qui on avait vachement d'échanges. Donc c'était une belle surprise. Et Monaco, alors, c'est comment? C'est bruyant. C'est bruyant, Ouais. D'accord. Mais c'est aussi très beau. Hein. Mais c'est très beau. C'est très beau. On a travaillé avec des La super Côte d'Azur est magnifique dans ce coin-là. Oui, très beau. Ah oui, des super maraîchers en haut de Monaco à la Turbie qui était super. Avec, côté français. Ouais. Exactement. La Turbie chez ce grand chef, j'oublie son nom. Aidez-nous. Nous ne sommes pas allés. L'un des... Bruno Cirino. Bruno Cirino, merci la salle. L'un des grands cuisiniers qui a contribué à populariser la cuisine méditerranéenne. Tout à fait. Bon, donc c'était bien cette expérience à Monaco. C'était très bien. Mais Monaco, point d'info non plus, non, Manon? Monaco, non, c'était une très jolie expérience. Et aujourd'hui, je pense qu'on a envie d'être à Paris et on a envie de construire quelque chose à Paris. Tu prends ton temps pour trouver le bon endroit, la bonne manière de faire. Mon endroit, je pense que c'est pas simple de... On me l'avait dit avant que je m'y attelle, mais c'est pas simple de passer du statut de chef cuisinier à entrepreneur. Bah ouais. Et, changement d'échelle. Changement d'échelle et changement de prisme et de statut et qui ne se fait pas du jour au lendemain. Et avec donc, la dimension économique et donc les risques que ça entraîne aussi. Ça, c'est la réalité du métier. Et je pense que je suis en train d'expérimenter le prix qu'a la liberté. Et c'est le prix de la liberté, il est fort. C'est du Paul Éluard, ça, non, que tu cites? Non, je sais pas. Non, c'est du Manon Fleury? Non, je crois que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps un podcast à propos du livre de, je vais retrouver son nom, Déborah Lévy. Et Déborah Lévy a fait un livre là-dessus que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai très envie de lire, où elle parle du coût de la liberté, notamment quand on est une femme. Et du fait de vouloir être indépendante et de vouloir monter son propre modèle et sa propre entreprise. Et je pense que aujourd'hui, c'est pas simple parce que j'ai pas énormément d'exemples aussi. Et donc, il faut que j'arrive à construire ce modèle et à faire en sorte de dire que ça va fonctionner et que ça va marcher. Voilà. Mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Il faut que je trouve le lieu et je pense que c'est aussi une question de lieu. Et en attendant, je pense que l'idée, c'est aussi de poursuivre des projets. Et donc, avec Lorraine, on essaie aussi de rester hyper dynamique et de continuer à cuisiner. Donc, Lorraine va faire une résidence de son côté. Où ça, Lorraine? À Fulgurance. Ah, dans lequel? Fulgurance, l'adresse. Alors, Fulgurance, c'est un restaurant qui propose des résidences à des chefs? Exactement, qui a un concept assez particulier. Qui s'appelle les seconds sont les premiers. Donc, ils proposent une structure de restaurant pour mettre en avant les seconds et de prendre du coup les rênes du restaurant pendant quelques mois. Ce qui est une manière pour un cuisinier, une cuisinière de s'affranchir de toute la pesanteur d'un lieu, de sa gestion. Exactement. Et avoir le matériel disponible et une équipe en en place. clientèle. Exactement. Ouais. Tout ce dont Manon pouvait parler avant du poids du chef, parce que le chef de restaurant, c'est pas que chef, c'est vraiment chef d'entreprise. Là, j'ai pas du tout ce poids-là. Le but, c'est de trouver la cuisine que j'ai vraiment envie de faire là-bas. Ça, c'est important de le dire aussi aux étudiants du lycée hôtelier. Le modèle du restaurant, il évolue aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'avec Manon, on a une vision assez particulière du modèle de restaurant qu'on veut. Ouais. Qui serait quoi dans les grandes lignes? Si vous deviez le définir sans ce serait en dire trop, mais... restaurant gastronomique, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a l'ambition de faire une cuisine gastronomique. Tu te réclames de ce terme, gastronomique? Ça te convient? Je pense que pour l'instant, c'est celui qui existe. Voilà, il faudrait peut-être en recréer un, comme on avait créé un Sébastien Demorand quand il a créé le terme de bistronomie. Mais il faudrait peut-être en recréer un pour gastronomie et un nouveau qui est plus dynamique et peut-être plus au goût du jour. Moins plan-plan, tu veux dire? Moins plan-plan, mais et en même temps...
C'est aussi la vision, enfin je veux dire aujourd'hui qu'il y a plein de restaurants gastronomiques qui ne sont pas du tout plan-plan et qui ont beaucoup de dynamisme et qui sont très inspirants. Et je pense que c'est ça aussi qu'on veut faire avec Lorraine. C'est peut-être moins le mot qu'il faut réinventer que la chose. Voilà, exactement. Commencer par la chose avant de changer le mot. Oui, mais la chose elle est déjà bien, je trouve que c'est déjà bien rajeuni. Bien rajeuni sur la cuisine. Je pense que l'idée, c'est de travailler plutôt sur comment on met un système en place bienveillant et prouver que le système bienveillant, mais ça, c'est ce qu'on vous dira tout à l'heure avec Bondir, mais ça fait le lien, c'est très bien, parce qu'on en parle dans Bondir, mais on essaie de l'appliquer dans nos équipes, de faire en sorte que ce système bienveillant puisse rimer, et c'est aussi pour ça qu'on a l'ambition de faire un restaurant gastronomique, c'est de puisse rimer avec exigence et excellence. Et je pense que c'est très important de se dire qu'il faut arrêter de se... Enfin, je pense que dans la culture française, on a un peu une culture masochiste, où on se dit qu'il faut forcément souffrir pour arriver à avoir un très bon niveau, notamment en cuisine, et arriver à avoir un très bon niveau de cuisine. Oui, il faut de l'effort, oui, il faut travailler, oui, il faut passer des années à s'exercer, ce qu'on a fait avec Lorraine, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc, c'est pas aussi, on prône pas la dilettante en fait. On prône le fait de se dire qu'il y a un autre système qui est plus viable et qui va faire en sorte que on va pouvoir recruter, qu'on va pouvoir avoir des équipes fortes qui restent avec nous, qui sont contentes de travailler avec nous et qui aussi prennent part à cet écosystème bienveillant et vertueux. Et lutter contre cette idée fausse selon laquelle la violence aurait une vertu éducative. Exactement. Hein, en tant que prof. En tant que prof. C'est ma ligne éthique. Donc, voilà, je n'ai jamais frappé aucun élève. Des collègues, quelques-uns, mais jamais un élève. Non, c'est pas vrai. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche. Mais oui, mais parce que quand on est heureux au travail, c'est là qu'on travaille le mieux, non? Tout à fait. Et en fait, on l'a pu vraiment le voir cet été à Monaco, c'est que quand les gens se sentent bien au travail, on arrive à en tirer vraiment le maximum. Et c'est comme ça je pense qu'on a réussi à proposer une carte qui a évolué pendant toute la saison et qui, à la fin de la saison, était une carte d'une équipe soudée et mûre et très créative. Exactement, et ça se ressent. C'est ça ça se ressent vraiment dans les plats, en fait. On est bien là. Hein. Je crois que je vais aller nous chercher des bières. On va rester jusqu'à 18h30. Blonde. Je vais ramener Florent Laden aussi, tiens. Danser avec Florent Laden. Voilà. Bon, mais merci beaucoup. Merci Manon pour cette magnifique assiette. Et on a une résidence qui commence à Paris. Ah. Je peux pas en dire le nom, mais qui commence dans 15 jours. Et donc, donc parallèlement à Lorraine, on va quand même travailler parallèlement parce que tout sur le sourcing, etc., on travaille encore ensemble. Mais l'idée, c'est vraiment Et donc, moi, je suis très contente de me remettre. Là, ça fait quelques mois où j'étais derrière un ordinateur à travailler sur un business plan, etc. Et je suis tellement contente de recuisiner à Paris et avec toute cette diversité. Et c'était aussi ça l'idée de cette assiette d'aujourd'hui, c'était d'illustrer cette diversité et cette richesse qu'on peut trouver dans le végétal et qui sera présente lors de cette résidence. Et ben nous, on a hâte de remanger dans ton restaurant. Merci Manon Fleury. Merci. Merci Lorraine Barjou. Merci.